Demi-tour vite. Restez où vous êtes! Plus un geste, ne bougez pas! Ah, vous voilà enfin. Je ne m'adonne pas seulement à la lecture, mais c'était un cas de force majeure. Vous connaissez très certainement cette série qui est un énorme succès depuis la diffusion de son tout premier épisode, Stranger Things. Eh bien, en parcourant ce magazine, un dossier a particulièrement retenu mon attention. L'histoire, que je classais de prime abord dans le domaine de la science-fiction, est en réalité très largement inspirée de projets secrets menés par la CIA. La déclassification de certains documents et l'émergence de témoignages concordants ont contribué à mettre à jour de lourds secrets gardés jusque-là bien enfouis. J'ai voulu vérifier par moi-même et, en effet, le scénario est truffé de références jusque dans de petits détails qui semblent anodins. De quoi regarder la série sous un angle plus troublant. Mais justement, voulez-vous vraiment tout savoir ? Commençons tout d'abord par un petit résumé de la saga. L'histoire se déroule dans les années 80, à Hawkins, une petite ville tranquille de l'Indiana. À l'écart des habitations et au beau milieu d'une zone boisée extrêmement bien gardée, se situe un complexe gouvernemental abritant un laboratoire secret. On y effectue des expériences sur de jeunes enfants avec l'objectif d'exploiter le potentiel inexploré de leur esprit. 11, une jeune fille disposant de pouvoirs psychiques très développés, parvient à s'échapper de cet institut de recherche gouvernemental bien dissimulé, où elle subissait depuis des années d'horribles expériences. Le synopsis de cette série à sensations semble relever très clairement de la science-fiction. Ce récit s'avère être en fait l'histoire racontée par de nombreux Américains, aujourd'hui adultes, affirmant avoir fait l'objet de telles expériences. Cathy O'Brien fait partie de ces enfants utilisés en laboratoire. Elle a d'ailleurs écrit 2 livres autobiographiques dans lesquels elle déclare avoir participé, à son insu, à un programme financé par le gouvernement, le projet Monarch. Il consistait à tester des techniques de contrôle mental sur des enfants et dans l'un de ses livres, elle témoigne. L'objectif du gouvernement, en recrutant des enfants pour des expériences de contrôle mental, c'est de repérer, le plus tôt possible, ceux qui avaient de réelles aptitudes et un fort potentiel psychique. Et pour mon malheur, je faisais partie de ces enfants-là. Carol Rutz est une autre femme qui a confessé publiquement avoir été victime du projet Monarch. Lors d'une conférence donnée à l'Université d'Indiana en novembre 2003, elle déclare avoir été diagnostiquée comme très douée, alors qu'elle n'était âgée que de 5 ans. Elle raconte avoir alors été testée, formée et utilisée par la CIA dans l'objectif de programmer son subconscient. Ils utilisaient des techniques comme l'électrochoc, la privation sensorielle et la drogue. Plus tard, ils ont utilisé l'hypnose pour m'implanter des mécanismes déclencheurs dont j'ignorais tout. Je suis devenue une expérience humaine qui servait à savoir comment contrôler l'esprit et le subconscient. Ils ont essayé d'utiliser mes capacités psychiques d'une manière qu'ils espéraient bénéfique pour leur recherche.
Paul Bonacci, lui aussi rescapé du projet Monarch, apporte un témoignage de plus. Pour parvenir à ses objectifs, la CIA a utilisé des interrogatoires, des tortures, de l'hypnose, des suggestions mentales ou encore des mots spécifiques, récurrents, dans le but d'affaiblir les individus et de reprogrammer à leur insu certaines zones de leur subconscient. Après avoir subi un ou plusieurs de ces processus, l'individu était devenu une simple marionnette manipulable à souhait, mais d'aspect tout à fait normal, en capacité de mener une vie ordinaire sans rien laisser transparaître de sa programmation. Au début de l'année 1973, à la suite du scandale du Watergate, le directeur de la CIA, Richard Helms, ordonna la destruction de tous les dossiers relatifs au programme Monarch, mais également ceux concernant le projet MKUltra, qui utilisait des adultes. On sait aujourd'hui que si Helms a détruit la plupart des preuves, 20 000 documents contenant des éléments incontestables ont tout de même survécu à la suite d'une erreur administrative. Finalement, les sujets dont les pouvoirs psy ont été diagnostiqués comme bien supérieurs à la normale ne sont pas très nombreux. Sans doute 11. Un chiffre qui n'est sans doute pas étranger au prénom de l'héroïne dans la série. Mais ce n'est pas tout. Une série de meurtres de personnalités publiques perpétués dès la fin des années 60 jusqu'au début des années 80 laisse à penser que le projet MKUltra a fini par être une réussite. Le meurtre de Bobby Kennedy, perpétué le 5 juin 1968, est le premier de cette étrange série à semer le doute. Alors que le sénateur vient juste de tomber mourant sur le sol, son meurtrier, Shiran Bishara, s'immobilise sur place, le visage hagard, ne pensant même pas à s'enfuir. Il semble dans un état second, incapable de réaliser ce qu'il vient de faire. Les investigations de la police au domicile de Shiran permettent de découvrir une série de cahiers avec d'étranges lignes d'écriture. Les mots semblent avoir été écrits par écriture automatique ou sous hypnose, et lorsque l'on interroge Shiran au sujet des cahiers, il ne se souvient de rien, même pas d'avoir tiré sur Bobby Kennedy. Shiran Bishara affirmera lors de son procès qu'il était sous hypnose au moment des faits, et donc inconscient de son acte. Le 8 décembre 1980, c'est le meurtre de John Lennon qui va raviver les soupçons quant à l'aboutissement du projet MKUltra. Il est 22h52 lorsque le Beatles s'écroule devant sa résidence, le Dakota Building, près de Central Park, tué par 4 balles de revolver calibre 38 tirées par Mark Chapman. Lorsque la police l'arrête juste après le meurtre de Lennon, Chapman est complètement désorienté et finit par laisser tomber son revolver sur le sol. Le meurtrier annonce alors aux représentants des forces de l'ordre qu'il a entendu des voix l'encourageant à tuer le musicien. Les policiers trouvent alors dans la poche de sa veste le livre L'attrape-cœur de Salinger. Mark Chapman déclarera plus tard que les réponses se trouvent dans ce livre. Si l'ouvrage ne fait aucunement allusion au projet MKUltra, il aura cependant une étrange destinée, car un autre exemplaire de l'attrape-cœur a été retrouvé dans la chambre d'hôtel de John Warnock Hinckley Jr., qui a tenté d'assassiner le président des États-Unis, Ronald Reagan, en mars 1981, puis de nouveau sur la table de nuit de Robert John Bardo, un fan obsédé, qui assassina l'actrice Rebecca Schaeffer en 1989. Une série d'étranges coïncidences, vous ne trouvez pas? Vous pensez que j'en ai fini? C'est loin d'être le cas pourtant. Regardez cette scène. Elle fait référence au don de vision à distance de 11. Ces éléments du scénario sont eux aussi inspirés d'un autre projet secret du gouvernement américain. Il s'agit du projet Stargate.
Ce projet commence en 1972, tout d'abord en parallèle, puis à la suite du projet MKUltra pendant une vingtaine d'années. Il est lui aussi financé par le gouvernement fédéral des États-Unis et vise à étudier des phénomènes paranormaux qui pourraient être exploités par la Defense Intelligence Agency, notamment la psychokinèse, la télépathie et la visualisation à distance d'événements et de conversations. Le livre The Men Who Stare at Goats, publié en 2004 par Jon Ronson, nous plonge dans les affres de ce dossier ultra secret grâce au témoignage de l'un des recruteurs du projet Stargate. Il s'agit encore ici d'enfants à fort potentiel qui sont testés dans des laboratoires de l'armée. Des médecins leur demandent de tuer des animaux ou de les rendre malades uniquement par le pouvoir de leur esprit. En 2017, la CIA déclassifie environ 12 millions de pages de documents révélant des détails jusque-là inconnus sur ce programme. On y apprend par exemple que jusqu'en 1995, date de fermeture officielle du projet Stargate, des médiums ont travaillé sur la recherche d'otages enlevés par des groupes terroristes islamiques ou sur des affaires criminelles non résolues aux États-Unis. On découvre également dans ces documents déclassifiés les méthodes de travail d'une vingtaine d'agents psy qui cherchaient principalement à visualiser à distance des sites spécifiques en territoire ennemi. Et si maintenant nous parlions du fameux Démogorgon ? Cette fois, vous pensez certainement que cet élément de la série est assurément tiré de l'imagination de son créateur. Mais ce monstre est pourtant bien en relation avec le dernier projet secret qui a inspiré la saga, le projet Montauk. Il débute au commencement des années 70 sur le site de Camp Hero, basé sur le territoire de Montauk, près de New York, ville à laquelle il doit son nom. Cette base militaire très discrète aux allures de site désaffecté est pourtant équipée d'une installation radar terrestre de type SAGE, qui servirait à des expériences, utilisant également d'immenses bobines Tesla de forte puissance. Les tests pratiqués visent à rendre certains bâtiments indétectables grâce à de très puissants champs électromagnétiques. Ils sont également utilisés à des fréquences pouvant avoir un impact sur la conscience humaine. Au fil des ans et des manipulations de champs électromagnétiques toujours plus intenses, les scientifiques auraient fini par créer, par inadvertance, un trou dans l'hyperespace, véritable portail permettant de voyager vers d'autres dimensions. C'est ce que raconte dans son livre Preston Nichols, affecté à la base de Montauk en 1973 en tant qu'ingénieur en radioélectricité. Présent lors d'une énième expérience de manipulation de champs électromagnétiques, il écrit qu'un monstre surnaturel et terrifiant, issu de son propre subconscient, aurait été libéré. Cette bête était selon lui assez grande, affamée, et elle dévorait tout ce qui se trouvait sur son passage. Plusieurs personnes différentes l'auraient vu, sans qu'aucune ne décrive exactement le même monstre. La bête aurait fini par être tuée avant que le portail ne soit définitivement refermé. C'est ainsi que s'achève ce singulier dossier. Ce saut dans le fantastique pas aussi fantasmagorique qu'il n'y paraît vous a plu ? Ça tombe très bien, car j'ai encore tout un tas d'histoires à vous raconter.